que Tamura était venu en Europe pour montrer ce que c'était l'aïkido. Tandis que Sugano est venu en Belgique pour nous apprendre l'aïkido. C'est qui est une grande différence. C'était un gros travail. On était ceinture noire et il nous a refait faire des mouvements de débutants. Tai Sabaki, chute, machin. On connaissait rien. C'était génial. Et je me demande si c'est pas ça qui fait que mon aïkido est ce qu'il est maintenant. Un petit 15 minutes de ma vie d'aïkido. Hein? Tu fais, voilà, ça s'appelle comme tu veux. Tu fais, c'est tout. Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et là, je crois que c'est réussi. Mais c'est un pur hasard. Il y avait un dojo à 200 mètres de chez moi, donc à l'époque, j'étais chauffeur de taxi et il y avait eu beaucoup d'agressions. Donc, je voulais commencer à faire un art martial. Comme mon père avait été ceinture noire de judo dans les années 50, j'étais venu dans ce dojo pour faire du judo. Et les heures ne me convenaient pas. Et il y avait des personnes là qui pratiquaient avec du jupe noir. Et le prof me dit, ben, si le judo vous convient pas, essayez ce que nous on fait. Et puis je regarde un peu, ça m'intéressait pas trop. Et puis j'aimais pas trop non plus tous les salam alek qu'on faisait au début et tout ça. Bon, faut dire que j'habite un quartier à Bruxelles qui était quand même assez art, hein, j'habite Saint-Just. Donc pour moi tous ces trucs, ça me bottait pas. Mais le prof avait l'air tellement gentil, je dis bon, pourquoi pas. Donc au début j'étais très réfractaire, je voulais pas saluer, enfin, je voulais pas faire tout ça. Mais le professeur était tellement patient, tellement gentil que à la fin, je dis, bon, ben, je vais faire comme tout le monde. Et au fur et à mesure des explications qu'ils m'ont données, et puis la rencontre de son prof, qui était Monsieur de Dobelair, il y a eu un déclic qui s'est fait et je crois que je respecte plus que certains illuminés du début parce que j'ai compris pourquoi on le faisait. Je ne le fais pas parce que tout le monde le faisait, je le fais parce que j'ai compris pourquoi on le faisait. Et ça a été tout à fait différent. Mais au début, c'était pour moi très difficile. C'était très difficile. Et une fois que j'ai rencontré M. de Dobelair, qui était en train de lancer l'aïkido en Hollande, et comme il n'avait pas de chauffeur, qui ne roulait pas en voiture, ben, j'allais partout avec lui. Et là, ça m'a plu. Partir à l'étranger, aller faire découvrir l'aïkido à des judokas, dans des clubs de judo et tout ça. Ça m'a vraiment plu. Et puis là, c'est parti. Et puis comme ça, on a rencontré tout plein de maîtres japonais aussi. Un petit exemple, le premier stage que j'ai fait, j'avais commencé le mardi dans mon club. Et le vendredi, il me dit, demain, il y a un stage à Verviers avec un maître japonais. Ah, je dis, bah, je vais y aller. J'étais avec lui, donc avec eux, j'avais 3 jours d'aïkido. Et c'était avec maître Shiba. Et pourquoi, comment, je ne sais pas. Est-ce qu'il avait vu que je chutais bien? Je ne sais pas, mais il m'a pris comme bouquet. Et puis, il m'a jeté dans tous les coins, mais moi, j'avais pas de souci avec les chutes. Donc, voilà, le stage s'est passé. Puis, quand le stage est fini, Shiba vient chez moi. Il dit, ah, depuis quand tu fais de l'aïkido? Ben, depuis mardi. Et il était assez étonné. Alors, il me dit, mais comment tu fais pour les chutes? Oh, je dis, les chutes, je connais. De 8 ans et 24 ans, j'ai pris des gamelles pas mal. Et de beaucoup plus vite et de beaucoup plus haut et sans tatami en dessous. Puis c'était resté là, quoi. Et voilà, ça c'est mes débuts. Oui, c'était très sommaire. Pour donner un exemple, M. Paul Spoul, qui était le chargé de cours, puisque M. de Dobelair ne venait que pour les examens ou une fois par mois donner les cours.
Donc c'était M. Paul Spool qui donnait les cours. Et bon, ben, il était avec son livre Tamura, il regardait les images, et puis, hop, il montrait un mouvement, et puis il retournait dans son bouquin voir les images. Donc, c'était très succinct. Mais l'aïkido était beaucoup plus dur que maintenant. Hein. Irimi Nage n'était pas en harmonie, c'était vraiment presque un coup de manchette et on se tapait par terre, quoi. Donc, les clés étaient aussi beaucoup plus dures. Hein. On n'allait pas progressivement, on y allait à fond, quoi. Donc, oui, c'était très carré, très dur. Tout ça avant que Sugano soit là. Donc, c'était vraiment très sommaire, quoi. Mais à l'époque, il y avait quoi? Une vingtaine de ceintures noires en Belgique, pas plus, quoi. Donc, c'était beaucoup plus dur, plus proche du jujutsu que de l'aïkido, quoi. Mais, oui, c'était une autre époque. Ben, les sensei qui m'ont marqué, bien sûr, celui qui m'a le plus marqué, c'est Sugano. J'ai été très proche de lui pendant des années. Je l'ai même accompagné jusqu'à son incinération. Donc j'étais vraiment très proche. Il m'a apporté énormément. Il m'a apporté une vision de l'aïkido que je n'avais pas avant. Et surtout, il m'a apporté une méthode d'enseignement. Pas tellement, oui, bien sûr, personnellement, au niveau technique, il m'a apporté énormément, mais aussi une façon de donner cours et d'aborder les gens qui te suivent. La deuxième personne qui m'a fort marqué aussi, c'est Kobayashi Sensei, qui était de Osaka, qui venait une fois par an en Belgique et que j'ai suivi avant que Sugano soit en Belgique. Lui était vraiment extraordinaire aussi. Il y a bien sûr Tamura, mais Tamura, c'était l'inaccessible. Hein, on le voyait, c'était sensationnel, mais incompréhensible pour nous. D'ailleurs, je lui en ai parlé un jour. Si nous avions dû rester avec rien que lui, la Belgique n'aurait pas été au niveau qu'elle était là, parce que j'ai le sentiment, et je lui en ai parlé, et il ne m'a pas contredit, que Tamura était venu en Europe pour montrer ce que c'était l'aïkido. Tandis que Sugano est venu en Belgique pour nous apprendre l'aïkido. C'est qui est une grande différence. Bien sûr, on voyait le nec plus ultra quand on voyait Tamura, mais bon, pas possible à faire, quoi. Tandis que Sugano, lui, nous a repris de la base, nous a appris comment chuter, comment aborder le partenaire, comment aborder toutes les techniques, et vraiment de la base, quoi. Mais c'était un gros travail. On était ceinture noire et il nous a refait faire des mouvements de débutants, quoi. Tai Sabaki, chute, machin. On connaissait rien par rapport à ce que lui voulait nous enseigner, quoi. Donc, on est reparti de zéro et il nous a remonté. Donc voilà, ça sont pour moi les trois plus grands qui m'ont impressionné. Bien sûr, j'ai eu de très bons contacts avec Yamada, avec Shiba, même avec le Doshu, j'ai des très bons contacts avec eux, et même avec les sensei actuels. J'ai une attache assez forte aussi avec Kuribayashi, qui est pour moi, dans les jeunes, un des plus fédérateurs. Pas dire un des meilleurs, mais un des plus fédérateurs, et qui a une vision très proche de ce que moi je donne cours aussi. Donc voilà.
ces gens de Dobelair qui étaient à l'époque, ouvraient pas mal de clubs avec des élèves à lui, et puis après 2, 3 cours, disait bon ben c'est toi qui vas donner cours et je viendrai une fois par mois et voilà. Donc c'est Monsieur Paul Spool qui a pris la direction des cours. Il était premier Q à l'époque. Donc, quand moi je me suis inscrit, donc le club était ouvert au mois de mars et je suis arrivé au mois d'août. Monsieur Paul Spool était premier Q et je crois qu'il a reçu son premier Dan. Je crois même pas qu'il a passé l'examen. Je crois qu'il a reçu euh, un an après. Et bon, une fois qu'on a pratiqué, bon, moi, comme j'allais beaucoup à l'étranger avec Jean de Dobelair et tout ça, ben, j'ai commencé à évoluer. À l'époque, pour passer premier Q à premier Dan, il fallait, je crois, 80 heures de stage. J'en avais 240. Donc, je suis passé Shodan assez vite. Je crois que j'avais 3 ans d'aïkido. Et M. Paul Spool, à l'époque, avait l'intention d'ouvrir un club d'enfants tout près de chez lui à Wezenbeek. Et comme Daniel de Decker pratiquait aussi au club chez nous, donnait cours une fois par semaine, il nous a dit, voilà, vous reprendrez le club. Alors, j'ai donné cours pendant quelques années avec Daniel de Decker. Puis, pour des raisons X, Y, on a dû déménager de la rue du Moulin. On est parti à Forêt Nationale pendant un an. Là, Daniel de Decker s'est retiré et a ouvert son club, le Gamin d'Écho, chose comme ça. Et puis, après un an à Forêt Nationale, il y avait des problèmes avec le tenancier du club, donc on a dû repartir. On avait parti à la Vivante, qui était à Uccle. Alors, à Uccle, ben, après un an, ils ont décidé que les arts martiaux ne rapportaient pas assez, donc ils ont supprimé tous les arts martiaux, que ce soit kendo, judo, karaté, ils ont tout arrêté. Aikido pas rentable, enfin, les arts martiaux pas rentables. Puis on est parti rue Van der Kinderen. Et là, je suis resté 2 ans. Mais de 3 cours semaine, on est tombé à 2 cours semaine. Et comme j'avais délégué un cours à une de mes élèves qui a attrapé le melon, et puis on a eu des mots, et puis je dis, ben ok, puisque c'est comme ça, tu as qu'à garder le club. Moi, je donne plus cours. Et en un an de temps, il n'y avait plus personne dans le club, quoi. Et on m'a proposé un an après à ouvrir à Jette. Et là, maintenant, ça fait 35 ans qu'on est à Jette. Et là, j'ai repris tout seul. Et puis, bon, ben, il y en a eu des hauts et des bas. Hein. Il est arrivé où je donnais cours à une seule personne. Hein. Mais ça ne m'a jamais découragé. Qu'il y en avait une ou qu'il y en avait 10, je donnais toujours cours. Mais non, on est quand même dans les 100, 110, je sais plus. Mais le nombre n'a pas d'importance. L'importance, c'est que les élèves sont tous dans le même sens de travail. Quand tu vois les enfants, les ados, les adultes et maintenant les seniors, on est tous dans le même sens de travail, de partage, de bienveillance et d'études. Ça surtout, il n'y a personne qui vient pour passer le temps. Ils viennent pour pratiquer, quoi. Et ça, c'est pour moi assez important. Bon, il a d'abord fort évolué, surtout ces dernières années. Au départ, j'étais très axé sur la rigueur de la technique, la justesse de la technique. Et avec le temps, j'ai peaufiné et essayé de faire comprendre que il faut pratiquer en utilisant le maximum l'énergie du partenaire. Et pour ça, il faut comprendre
dans quel sens va l'énergie du partenaire vers vous et comment l'utiliser et la repousser sur lui. Ça, c'est un peu mon travail actuellement, beaucoup plus travailler sur avec les énergies des partenaires. Bien sûr, tout en restant dans la rigueur de la base. Maintenant, moi, je n'ai aucun problème que mes élèves vont à gauche et à droite. Ce que je leur dis surtout, c'est que l'important, c'est d'avoir une base, une ligne. Et aller voir à gauche et à droite, c'est enrichissant parce qu'on peut le remettre dans son propre aïkido. Et c'est chaque fois une valeur ajoutée. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de s'écarter de ça. Il ne faut pas s'écarter de sa ligne de conduite de départ. On a un sens du travail et en fait, ce que j'essaye de faire, c'est un peu ce que Sugano faisait, c'est d'élever la personnalité de chacun. Je ne veux pas avoir de clown de moi, ni de clown de Sugano, ni personne. Chacun a sa propre personnalité, tout en gardant cette ligne de base. Ce qui est un peu dangereux, c'est justement les gens qui veulent clowner, essayer de ressembler à. C'est pas ça l'identité de l'enseignant, d'avoir des élèves qui lui ressemblent. J'avais une image de Sugano comme le jardinier fou qui plantait des graines un peu partout et puis qui regardait ce qui en sortait. De voir, tiens, ça c'est une fleur comme ça c'est pas mal. Donc, c'est un peu l'idée que j'ai pour l'Embukai du 50e anniversaire de mon club, c'est que il y a beaucoup d'élèves à moi qui ont ouvert des clubs, ou bien moi j'ai ouvert des clubs et puis j'ai laissé le club à un élève et chacun a évolué de sa façon. Et c'est un peu ça que je veux illustrer ce jour-là, c'est la diversité d'aïkido qu'il y a avec la base du koshi ou la base de ceux qui m'ont suivi, de dire voilà, tout ça sont des élèves à moi et chacun est différent. Et c'est un peu ça que je veux arriver à faire, c'est que on puisse voir qu'il y a une filiation, mais qu'il est resté lui. Voilà. D'être plus dans la sensation que dans la compréhension. C'est-à-dire essayer de sentir plutôt que de comprendre. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir fait autre chose avant l'aïkido qui m'a permis d'être très réceptif à toutes ces sensations parce que pour moi, la réflexion ne fait que retarder la compréhension. Il y a toujours un décalage entre ce que le cerveau emmagasine et reproduit, tandis que quand on est dans la sensation, c'est plus le cortex qui prend et qui vous fait réagir plutôt que de réfléchir à ce qu'on va faire. Et pour moi, c'est ça qui fait qu'on progresse plus vite. On ne comprend pas toujours le pourquoi, mais à force de le sentir, ça devient évident et il n'y a plus besoin d'explication. Et moi, j'ai gagné beaucoup de temps avec ça. Parce qu'au départ, moi, les grades ne m'intéressaient pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ce que je voulais, c'était sentir et pratiquer. Bon, moi, je viens d'un autre sport où je m'entraînais entre 3 et 5 heures par jour. Donc, travailler 3 fois par semaine, 1 heure et demie, je trouvais ça très peu. Donc, j'allais dans 2 clubs en même temps. Donc, je faisais le cours dans mon club, puis je partais dans un autre club m'entraîner. Et j'ai fait ça pendant ouais, une vingtaine d'années. Donc, je pratiquais tous les jours. Samedi, dimanche, j'allais au stage. Quand il n'y en avait pas en Belgique, j'allais en Hollande. Quand il n'y avait pas en Hollande, j'allais en France. Donc, je pratiquais tous les jours. Et à force de sentir, de prendre,
Et surtout quand on était OK pour les grands maîtres, et j'ai quand même été OK pour tous les maîtres qui sont passés en Europe ou en Belgique, jusque le Doshu actuel, le Doshu avant, Kishumaru et ainsi de suite, j'étais OK pour eux. On apprend énormément en s'entendant, en, en vibrant avec l'autre, quoi. Et, et c'est ce que je conseille à mes élèves. Ne réfléchissez pas. Essayez de sentir et reproduire ce que vous avez senti. Quand vous êtes OK, vous avez certaines sensations, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Quand elle n'est pas bonne, ben vous savez que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Quand elle est bonne, reproduisez ce que vous avez senti. Et c'est comme ça que on peut évoluer le plus vite possible. Et surtout pas à la recherche d'un grade, d'un machin. Moi, j'ai jamais répété pour un examen. Je n'aime pas préparer mes élèves pour les examens. Pour moi, le travail de tous les jours doit refléter à l'examen ce qu'ils font tous les jours. Si ça ne reflète pas ce qu'ils font tous les jours, pour moi, la ceinture qu'ils vont avoir ne reflète pas le niveau qu'ils ont. Ils reflètent le niveau qu'ils ont à ce moment-là. Mais s'ils ne restent pas, par exemple, s'ils préparent un examen, donc ils arrivent à un pic, ils passent l'examen, s'ils passent tout juste, c'est bien, mais après, comme ils ne vont plus s'entraîner au même niveau, ça va redescendre, donc ils ne voudront plus ce niveau-là. Tandis que dans ma philosophie de travail, c'est on pratique, on va à l'examen, on présente ce qu'on pratique. Ça marche, c'est bien, ça ne marche pas, ben, c'est qu'il faut encore travailler. Mais j'enlève aussi toute responsabilité à l'élève en lui disant, bon, si ça ne marche pas, ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui me suis trompé, je t'ai envoyé trop tôt. Donc, je, je dois enlever une certaine pression d'examen, parce que pour moi, ce n'est pas un examen, c'est simplement la présentation de son travail. Et ça plaît ou ça plaît pas. Si ça plaît, c'est super. Si ça plaît pas, ben, il faut retravailler. Mais là, l'échec ne doit pas tomber sur l'élève, mais sur le prof qui a été trop rapide à pousser son élève vers cette présentation. J'ai énormément d'élèves qui, à un moment, me disent, bon, ben, j'en prends plus rien, je travaille qu'avec des débutants, ça m'ennuie. Mais si on est dans le partage, ça ne devrait pas gêner de travailler avec des moins hauts gradés. Hein, souvent, il me dit, ouais, mais je suis toujours avec des débutants. Je dis, ben oui, moi, je dois bien me taper à toi. Si je devais travailler qu'avec des gens de mon niveau, je n'aurais pas beaucoup le choix. Donc, on est dans le partage. On t'a donné, maintenant c'est toi qui donnes. Et en donnant, tu, tu peux évoluer aussi, parce que tu es obligé d'être précis, tu es obligé de donner des bonnes choses, donc tu dois te perfectionner. Bien sûr, il y a toujours des moments où on a l'impression de plus avancer. Et c'est à ces moments-là, ces moments de doute, que justement on progresse. Parce qu'une fois qu'on est dans l'inconfort, ça veut dire qu'on est dans un palier où on recherche. Puisque tant qu'on se sent à l'aise, ben on ne progresse pas, puisque on travaille avec son acquis. Une fois qu'on est dans le doute, ben c'est qu'on cherche, ou c'est qu'on est dans une phase où on est en train de progresser. Donc, pour moi, c'est pas dérangeant d'être dans le doute. Parce que être dans le doute, ça veut dire qu'on cherche. Ou qu'on a des difficultés. Donc, si on a des difficultés, ben, il faut travailler pour que ces difficultés s'amenuisent. Donc, voilà, la seule chose que je peux dire à un ancien qui a l'impression de ne plus progresser, c'est difficile de se juger soi-même. C'est le prof qui dit, ben, toi, tu as l'impression de ne plus progresser, mais moi, je vois que tu es en pleine progression. Et c'est souvent le cas, parce que justement, il y a ce doute, donc il avance.
c'est quand on est à l'aise qu'on ne progresse plus, puisque on est à l'aise, on fait ce qu'on connaît. Pour moi, l'aïkido en Belgique, il est de très, très bon niveau. Bon, au niveau quantitatif, on n'est plus autant qu'avant. Avant, on était beaucoup plus, mais depuis le Covid, on a fort diminué, mais c'est en train de remonter. Et bien sûr aussi grâce aux enfants, que le nombre est en train de monter. On a euh, une équipe qui dirige la fédération quand même très motivée et qui ont des grandes ambitions. Donc, au niveau de la gestion, c'est super bien. Au niveau des invitations des sensei, c'est super bien aussi. Ce qui fait que le niveau reste assez élevé, quoi. Bon, il y a plusieurs tendances, mais ça ne dérange pas. Il y a, pour moi, l'aïkido, c'est l'aïkido. Donc, je veux dire que les tendances, c'est dans la tête de certains jeunes, mais pour les anciens, c'est de l'aïkido. Il n'y a pas de tendance. Quand on voit tous les maîtres qu'il y a, s'il devrait y avoir chaque fois une tendance pour chaque maître, il y aurait 70 000 tendances. Donc, c'est de l'aïkido qui est donné avec la propre personnalité de celui qui donne. Et bon, pour les anciens, ben, on pique à gauche et à droite ce qui nous intéresse et qu'on rajoute dans son aïkido et ce qui nous fait évoluer à nous aussi, parce que, quoi qu'on en dise, on est aussi toujours à la recherche de, pas de la perfection, quand ça n'existe pas, mais d'améliorer ce qu'on fait. On ne reste pas figé dans ce qu'on a fait, ce qu'on a appris. On essaye de, de prendre des petites choses. Et souvent, en regardant les sensei actuels, ben moi, par exemple, je comprends des choses que Sugano m'avait dit que je n'avais pas compris à l'époque et qui maintenant, tu me dis, ah, c'est ça qu'il voulait. Je dis, ben merci. Grâce à vous, je comprends ce que mon maître voulait, quoi. Donc, c'est pas, c'est pas perdu, quoi. Les armes servent à perfectionner ses positions et les distances pour son aïkido. Je veux dire, c'est pas, les armes, c'est pas pour se battre contre une autre arme, c'est pas pour faire des combats, c'est simplement un outil pédagogique pour perfectionner son aïkido. Et il faut le voir dans ce sens-là. Ce n'est ce n'est pas comme le kendo ou comme l'iaido où c'est l'arme pour l'arme. Ici, c'est l'arme pour perfectionner ses positions, perfectionner son marai, perfectionner le timing, le tempo entre les deux partenaires. Oui, c'est important, mais pas primordial. Mais c'est important. C'était à l'Aikikai dans les années 80. Après le cours, il y a un Japonais qui est venu chez moi me dire que vous voulez travailler pendant un petit quart d'heure avec moi. Je dis oui, pourquoi pas. J'ai travaillé avec cette personne qui était assez âgée à l'époque. J'ai plus appris avec lui en 15 minutes que je n'avais appris en 5 ans avant, quoi. Je ne sais pas son nom. Je sais simplement que quand il a eu fini, il m'a demandé qui était mon maître, j'avais dit Sugano. Il m'a dit c'est bien. Et elle m'a dit, continue comme ça, t'iras loin.
Et il s'est retourné, il est parti. Et j'ai vu tous les outils d'Eishi se mettre à plat ventre par terre et le saluer en partant. Je me suis dit, ça doit être quelqu'un d'important. Je n'ai jamais su son nom. Ça, on m'a dit, c'est un des plus hauts gradés de l'aïkikai. Et j'ai jamais su son nom. Mais c'était le plus beau, enfin pas le plus beau, mais un moment que j'ai retenu dans ma vie d'aïkidoka, formidable. Et je ne saurai jamais son nom, malheureusement, mais il était extraordinaire. C'est lui qui m'a fait sentir ce que c'était de pouvoir absorber l'énergie de l'autre sans contrainte et être vraiment sous l'emprise de ce qu'il faisait. C'était génial. Et je me demande si c'est pas ça qui fait que mon aïkido est ce qu'il est maintenant. Un petit 15 minutes de ma vie d'aïkidoka. D'être toujours à l'écoute des autres, d'avoir du courage, de se dire que s'il n'y a qu'une personne, on donne cours à cette personne. S'il y en a 100, c'est super. Mais s'il y en a un, on est là pour donner. La personne qui est venue pour te suivre. Tu ne peux pas le décevoir en disant oh non, tu es tout seul, je ne donne pas cours. Non. Tu es tout seul, je te donne cours. Parce que lui a fait la démarche pour venir chez vous. Donc, on est obligé de répondre à cette démarche, quoi. Ça, c'est primordial pour quand on ouvre un club. C'est de se dire que, oui, des fois on est seul, mais en tant que prof, malade ou pas malade, on doit être là. Parce que les gens se déplacent pour le prof. Il y en a qui se déplacent pour l'aïkido, mais il y a le mixte. Il y a l'aïkido et le prof. Et s'ils se déplacent, il faut être à leur disposition. C'est un sacerdoce. En plus, aussi se dire, les élèves te choisissent comme prof. Eux peuvent dire, c'est mon sensei. Mais en tant que sensei, c'est difficile de dire, c'est mon élève. Parce que s'il n'a plus envie de venir, il ne vient plus. Il ne vous appartient pas. Vous leur appartenez en tant que prof. Mais eux ne vous appartiennent pas. Donc, c'est un peu là. Sugano me disait toujours, ah, oui, c'est des élèves, mais ils ne sont pas à moi. Eux m'ont choisi. Pour eux, peuvent dire, je suis leur sensei. Mais moi, je ne peux pas dire qu'ils sont à moi, parce que le jour où ils en ont marre, ils partent. Tandis que moi, le jour où j'en ai marre, je ne peux pas partir. Ils sont là. Je me dois à eux. Voilà. Donc ça, c'est le conseil que je donne à ceux qui vont ouvrir un club. Pour moi, c'est le travail en harmonie avec l'autre, le partage. Oui, ça, c'est pour moi les choses les plus importantes. Avoir deux énergies qui se rencontrent et qui ne se détruisent pas, mais qui se complètent. Ce qui me motive à continuer, c'est de laisser ces petites graines dont on parlait là tantôt. Le plus possible, avec l'âge qui avance, je me dis que j'en ai plus pour longtemps. Donc, il faut que je donne un maximum. Et ce que j'essaye pour le moment, c'est justement de donner un maximum de matière à ce que quand je ne serai plus là, ils pourront continuer et à évoluer et faire progresser le club et devenir de mieux en mieux, meilleur en meilleur. La continuité est déjà assurée avec un très bon niveau.
Mais ce que je veux absolument, c'est qu'ils continuent à cultiver ce niveau et qu'ils deviennent meilleurs que moi. Parce que c'est ça le but de l'enseignant, c'est que ses élèves dépassent, que l'élève dépasse le prof. Sinon, l'aïkido va diminuer et devenir plus rien. Donc, le but du prof, c'est justement que son élève le dépasse pour que son élève à lui le dépasse et pour continuer à évoluer vers une perfection qui est inatteignable. Mais c'est ça qui me motive, c'est justement de donner le maximum pour qu'eux puissent continuer à donner le maximum. Ouais. Oui, les élèves qui me suivent, oui, il y en a pas mal qui sont à des très hauts niveaux, qui sont sixième dan et tout ça, et même septième dan, même, et Xi'an. Mais ils sont plus en Belgique, ceux-là. Mais c'est vrai que je suis fier de leur parcours. Pas fier pour moi, mais fier pour ce qu'ils ont fait. Et ils l'ont fait eux. C'est pas moi qui l'ai fait. Euh, Moi, je leur ai présenté une certaine vision de l'aïkido qu'ils ont développée et qu'ils ont, chacun à leur façon, fait progresser. Oui, je suis fier de leur parcours, mais comme je dis, c'est eux qui l'ont fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, bon, chacun a ouvert son dojo ou pas, mais la grosse partie, oui, et continuent à développer leur propre aïkido. Et il y a des clubs qui marchent, et puis des clubs qui marchent moins bien. Mais est-ce que c'est important que le club marche bien ou pas bien? Ça, c'est encore une autre chose. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il reste pur. Et c'est ça qui est important. C'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça, c'était le gros mot d'ordre. Et ça, je crois qu'ils ont tous gardé. Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et là, je crois que c'est réussi.